Sur un quai de Rotterdam, les winches pêchaient hors des cales d'un cargo des ballots de vieux papier. Tout à coup, l'un d'eux éclata comme une futaille dans la flamme. Il y avait là de pauvres livres dont les pages étaient restées jointes comme des mains désespérées. Et ma canne, fourragée dans cet immense résidu de la pensée, où ne vivait plus ni honte ni espérance. De toute cette prose anglaise et allemande, je retirai quelques pages de France. Numéro du Magasin pittoresque, solidement relié et un peu roussi par le feu. Ce fut en feuilletant la revue que je découvris un cahier rédigé en français. La couverture du recueil portait un nom. Alphonse Archipêtre. Pardon, monsieur, on m'a dit que vous étiez le plus ancien cocher de la ville. Ne fais-je pas erreur? Non, non, vous ne faites pas erreur. C'est bien moi. Permettez-moi de vous offrir à boire et de me présenter. Alphonse Archipêtre, professeur de français au gymnasium. Prenez donc de ce tabac safrané de Hollande. Si. Dites, mon ami, vous avez votre droche ici, devant la taverne? Oui, bien sûr. Quand nous aurons fini de boire, j'aimerais que vous m'emmeniez un passe Sainte-Bérégone. Vous êtes un fin bonhomme. Et pourquoi? Je vais me mettre à l'épreuve. Je connais toutes les rues de la ville. Non, tu dis toutes les pavés. Il n'y a pas de rue Sainte-Béré... Comment donc, hein? Bérégone. Dites-moi, n'est-ce pas du côté de la Mollenstrasse? Mais non, ça n'existe pas plus à Hambourg que le Vésuve à Saint-Pétersbourg. Il n'y a pas de sainte de ce nom-là, du reste. On ne fabrique pas des noms de saints comme des saucisses juives. Non, cela n'existe pas par ici, ni dans toute la ville. Je suis à présent édifié et me sens tout joyeux, car au-dessus de son épaule, à travers la vitre du café, je vois l'entaille jaune de l'impasse Sainte-Bérégone entre la distillerie Klingbaum et une boutique de granitier. Je me retourne brusquement pour ne pas montrer mon bonheur. L'impasse Sainte-Bérégone. Elle n'existe ni pour le cocher ni pour les autres. Elle existe pour moi seul. Voilà comment j'ai fait cette extravagante découverte. Lorsque je longe la Mollenstrasse, je dois, pour passer de la boutique de Klingbaum à celle du granitier, franchir une certaine distance que je fais en 3 pas, ce qui me prend une paire de secondes. Par contre, j'ai remarqué que les gens qui font le même chemin passent immédiatement de la maison du distillateur à celle du granitier sans que leur silhouette se projette sur le renfoncement de l'impasse Sainte-Bérégone. Puis, en questionnant habilement l'un et l'autre, je suis arrivé à savoir que pour tous et sur le plan cadastral de la ville, seul un mur mitoyen sépare la distillerie Klingbaum de l'immeuble du marchand de graines. J'en conclus que pour le monde entier, moi excepté, cette ruelle existe en dehors du temps et de l'espace. En dehors du temps et de l'espace. Cette expression dont mon collègue Mitzlaff pimente copieusement son cours de philosophie m'amuse fort. S'il en savait autant que moi sur ce sujet, ce pédant à mine de buffle. Mais tout ce qu'il raconte de ses plans de fumée sont de pauvres fantaisies qui ne peuvent qu'accrocher les rêves fragiles de quelques ignorants. Il y a plusieurs années que je la connais, cette rue du mystère. Mais jamais je ne m'y suis hasardé. Et je crois que de plus courageux que moi auraient hésité. Quelles lois régissent cet espace inconnu? Une fois happé par son mystère, me rendra-t-il à mon monde à moi? Je me suis à la fin forgé des raisons diverses pour me convaincre que ce monde était inhospitalier à un être humain, et ma curiosité a capitulé devant ma peur. Pourtant,
Le peu que je voyais de cette échappée sur l'incompréhensible était si banal, si ordinaire, si médiocre. Je dois avouer que la vue était coupée immédiatement à 10 pas par un coup de brusque de la ruelle. Tout ce que je pouvais donc en voir, c'était 2 hautes murailles mal éboulées, et sur l'une d'elles quelques caractères charbonneux, Sainte Bérégonegas. Puis un pavage verdâtre et usé, qui faisait défaut un peu avant le brusque tournant, et, dans un sol meuble, laissait pousser des viornes. Cet arbuste malingre me semblait vivre selon nos saisons, car je lui voyais parfois un peu de vert tendre et quelques billes de neige parmi ses brindilles. J'aurais pu faire de curieuses observations quant à la juxtaposition de cette tranche d'un cosmos étranger sur le nôtre, mais cela m'aurait obligé à des stations plus ou moins longues dans la Mollenstrasse, et Klingbaum, le distillateur, qui me voyait souvent fixer certaines de ses fenêtres, en conçut des soupçons injurieux pour sa femme et me jeta de mauvais regards. D'un autre côté, je me demande pourquoi dans le vaste monde ce bizarre privilège échoua à moi seul. Ce fut la branche de Viorne qui déclencha l'aventure. Suis-je bien sincère en cherchant là cette chiquenaude initiale qui met en mouvement les mondes et les événements? Pourquoi ne pas plutôt parler d'Anita? Il y a quelques années, les havres hanséatiques voyaient arriver encore, sortant des brumes, comme des bêtes penaudes, de bizarres petits bateaux. Un jour, arriva sur l'un d'eux Anita, toute petite, dans les bras de sa mère. La mère est morte. Le père, parti sur un voilier des Amériques, n'a plus reparu. Anita est restée seule. Mais son rêve, qui a conduit la barque sur ces quais de bois moisis, ne l'a pas quittée. Elle croit à la fortune. Elle la veut âprement, je dirais presque avec haine. Maintenant, elle danse, elle chante, elle jette des fleurs rouges qui retombent en averses de sang sur elle ou se grillent aux courtes flammes des quinquets. Ensuite, elle passe parmi le public, tenant en guise de ses billes une conque de nacre rose. On y jette de l'argent, de l'or même, et ce n'est alors seulement que son regard sourit. Il s'attache une seconde comme une caresse à l'homme généreux. Et moi, humble professeur, j'ai donné de l'or. J'ai donné de l'or pour un regard d'Anita. C'était ma dernière pièce d'or. Je n'avais plus d'argent. Puis, je remontai vers la boutique de Klingbaum dans la Mollenstrasse. Arrivé presque devant chez lui, une calèche à 4 chevaux m'a frôlé. Je fis 2 bonds effrayés en arrière et ma main, machinalement, cassa une branche de Viorne. Cette Viorne que je voyais dans la ruelle Sainte-Bérégone. Je suis maintenant dans ma chambre, la branche de Viorne est sur ma table. Elle m'ouvre tout à coup un monde immense, comme une baguette de magicienne. D'abord, mon recul effrayé dans la mystérieuse ruelle et mon retour ensuite dans la Mollenstrasse me démontrent que cet espace m'est aussi facile d'accès et de départ que n'importe quel venelle ordinaire. Mais le rameau est un apport, disons, philosophique. Ce bout de bois est de trop dans notre monde. Si, dans n'importe quelle forêt d'Amérique, je cueille une branche d'arbuste et que je la porte ici, je n'ai pas changé pour cela le nombre des branches d'arbres qui existent sur toute la terre. Mais en apportant de la Bérégonegas, ce rameau de Viorne, j'augmente le nombre d'une unité intrinsèque, puisque je l'emprunte à un plan d'existence qui n'est réel que pour moi. Je puis donc, hors d'elle, emporter un objet dans le monde des hommes, et là, personne ne pourra m'en contester la propriété. Donc, un vol dans la Bérégonegas n'en est plus un dans la Mollenstrasse. La cause me paraît entendue. Demain, j'entrerai dans l'inconnu. Le lendemain, en arrivant devant la boutique de Klingbaum, je serrai les dents pour plonger tête baissée dans l'aventure. Je me sentis happé par le pan de mon manteau. « Monsieur le professeur !»« monsieur le professeur, comme je vous ai méconnu, ce n'était pas vous.
Et moi qui vous suspectais, aveugle que je fus. Elle est partie, monsieur le professeur. Pas avec vous, non. Vous êtes un homme d'honneur. Non, monsieur, avec un maître de poste. Un homme moitié cocher, moitié scribe. Quelle honte. Et dire que je me méfiais de vous. Je vous voyais toujours regarder les fenêtres de ma femme, mais je sais maintenant, c'est la dame du Grentier que vous lorgnez. Mais non, voyons, monsieur Klingbaum, vous faites erreur. Mais si. Mais entrez donc un instant. Tenez, prenez un peu de cette eau de vie parfumée à l'orange. D'ailleurs, je serais bien aise de vous voir jouer un tour à ce méchant Grentier qui se complaît dans mon malheur. La dame de vos pensées est maintenant dans son jardinet. Venez donc la voir. Vous plaisantez, monsieur Klingbaum. Mais non, pas du tout. Prenons cet escalier. Nous montâmes jusqu'à une fenêtre. Je vis les hangars de la distillerie Klingbaum. C'était dans cette perspective que devait s'enfoncer la ruelle singulière. Mais là où j'aurais dû l'apercevoir, je ne voyais que la fumeuse activité des bâtisses Klingbaum et le jardin du Grentier voisin, où une maigre forme féminine se penchait vers des parterres arides. Maintenant que vous avez vu votre bien-aimé, monsieur le professeur, vous prendrez bien une dernière rasade d'eau de vie? Je quittai Klingbaum. Cet alcool m'avait donné du courage. Je n'eus que quelques pas à faire pour m'enfoncer dans l'impasse Sainte-Bérégonne. Voilà. J'y suis. Au-delà du coude de la ruelle, les viornes continuent à mettre du vert et du noir parmi les pavés. Puis je vois 3 petites portes se coudoyant presque, et donnant à ce qui aurait dû être singulier et terrible l'aspect puéril d'une rue de béguinage flamand. J'ai envie de frapper à la première porte. L'inconnu, je le sais, ne se découvre qu'avec parcimonie, et ma part de découverte d'aujourd'hui ne doit être sans doute que ces 2 murs blanchis à la chaux et ces 3 portes. Mais toute porte close n'est-elle pas en elle-même un mystère puissant? Celles-ci ont des serrures, comme à toutes les portes que j'ai l'habitude de voir. La veille, j'avais passé 1 heure à ouvrir celle de mon appartement, avec un fil de fer tordu. C'était aisé comme un jeu. Et maintenant, avec un peu de sueur sur les tempes et un peu de honte au cœur, je sors de ma poche le même crochet et le glisse dans la serrure de la première petite porte. Comme celle de ma chambre, très simplement, elle s'ouvre. Elle s'ouvre sur un long corridor d'allées de bleu. Une verrière givreuse y diffuse la lumière et déchiquette les ombres. Au bout du vestibule, une porte est ouverte. J'entre dans une large cuisine voûtée aux meubles rustiques luisants de cire et d'encaustique. Ce cadre bonasse est rassurant et me donne envie d'appeler à haute voix. Hello, y a-t-il quelqu'un là-haut? Ce silence et cette absence de vie ne m'étonnent guère. Je n'avais pas pensé une minute à des habitants éventuels. Je traverse des pièces contiguës, meublées en parloirs de couvent. Je monte un escalier en chêne magnifique qui... Il y a quand même dans cette visite matière à étonnement. Cet escalier ne mène nulle part,
Il plongea même la muraille terne, comme si au-delà de la barrière de pierre il se prolongeait encore. Tout cela baigne dans cette lueur ivoirine de vitraux dépolis qui forment le plafond. Je retourne dans la cuisine où, par une fenêtre grillée, je vois une courette ténébreuse, formant un puits entre 4 murs immenses et moussus. Sur un dressoir, il y a un lourd plateau qui me paraît avoir un peu de valeur. Je le glisse sous mon manteau. Je suis déçu au-delà de toute idée. Il me semble avoir chipé des sous dans une tirelire d'enfant ou dans le chétif bas de laine d'une vieille parente. Je reviens sur mes pas, quitte la ruelle Sainte-Bérégone et vais trouver l'antiquaire Gockel. Maintenant, je suis dans ma chambre parmi mes livres, avec dans ma main crispée 3 thalers d'argent. 3 thalers. J'ai de ma propre main assassiné ma plus belle destinée. Ce monde nouveau ne s'ouvrait que pour moi seul. Qu'attendait-il de moi cet univers plus mystérieux que ceux qui gravitent au fond de l'infini? Le mystère me faisait des avances, des sourires, comme une jolie fille, et je suis entré en larmes, j'ai été mesquin, vil, absurde. 3 thalers, que Gockel méprisant m'a allongé en rechignant pour se plat ciselé. 3 thalers. Oui. Mais c'est un sourire d'Anita. Entrez. Tiens, bonsoir, monsieur Gockel. Je vous prie de m'excuser si je viens ainsi le soir chez vous, vous déranger, mais je crois que je vous ai fait tort, Herr Docteur, grandement, lorsque vous êtes venu dans ma boutique. Ce plat vaut certes davantage. Je vais vous le payer en pièces d'or. Il se pourrait que vous ayez des objets de la même provenance. Enfin, je veux dire du même genre. Le fait est qu'un de mes amis, savant collectionneur, ayant besoin de régler certaines dettes, désire faire argent de quelques pièces de sa collection. Il ne veut pas être connu, c'est un savant et un timide. Je lui rends donc ce service. C'est comme cela que j'envisage l'amitié, monsieur Archipêtre. Mais je veux contribuer un peu à votre belle action en achetant tout ce dont votre ami veut se défaire et en payant très cher. Très cher. Je n'ai pas très bien examiné ce plat, cela ne me regardait pas, et puis je n'y connais rien. Quel travail est-ce? Byzantin, n'est-ce pas? Je ne saurais le dire avec exactitude. Byzantin, oui, peut-être. Et il faut que j'en approfondisse l'étude. C'est en tout cas chose qui trouvera amateur. C'est ce qui nous importe le plus à nous deux. Et à votre ami aussi, cela va sans dire. À bientôt, Herr Docteur. Ce soir-là, très tard, j'accompagnai Anita par les rues bleues de lune jusqu'au quai des Hollandais, où sa maison se blottit au fond d'un massif de hauts lilas. Ce plateau vendu pour des thalers et de l'or me valut pour un soir l'amitié de la plus belle fille du monde. Quelques jours passèrent. Je revins dans la ruelle Sainte-Bérégone. Les 3 petites maisons sont identiques. Partout, je trouve la cuisine proprette, les meubles avares et luisants, la même lueur irréelle et crépusculaire, la même tranquillité sereine, et ce mur insensé devant lequel s'achève l'escalier. J'ai trouvé partout de lourds plateaux et des chandeliers identiques. Je les ai emportés et le lendemain, je les ai retrouvés à leur place. Je les porte chez Gockel qui les paye avec un large sourire. C'est à devenir fou. Je me sens une âme monotone de derviche tourneur. Je vole éternellement dans une même maison, dans les mêmes circonstances, les mêmes objets. Je me demande si ce n'est pas là une première vengeance de cet inconnu sans mystère. N'est-ce pas une première ronde de damnés que j'accomplis? Enfin, Anita est heureuse et me témoigne la plus belle tendresse.
Puis un matin, où j'étais dans la ruelle, toujours aussi silencieuse, brusquement l'atmosphère changea. Il me semblait que c'était une musique merveilleuse et éloignée. Je fis un nouvel appel à mon courage et je décidai d'explorer l'impasse au-delà du coude et de remonter vers le champ qui vibrait dans le lointain. Au moment où je dépassais la 3e porte et que je faisais quelques pas dans la zone que je n'avais pas encore parcourue, mon cœur se serra hideusement. Néanmoins, dans un élan de témérité irraisonné, je courus, puis, m'agenouillant comme un gamin qui lorgne par-dessus une haie, je risquai un coup d'œil sur le tronçon inconnu. La déception me frappa aussitôt comme une gifle. La ruelle continuait sa route serpentine, mais la nouvelle perspective ne s'ouvrait de nouveau que sur 3 petites portes dans un mur blanc et des viornes. Je serais certainement revenu sur mes pas si à ce moment-là, je surmontais une terreur inexplicable et j'essayais d'analyser ces sons. C'était un bruit né dans un éloignement considérable mais énorme, comme celui de la mer, et il m'avait semblé y découvrir une discordance pénible, une furieuse rumeur de plainte et de haine. Brusquement, j'eus envie de me hasarder au-delà du nouveau tournant. Mon inertie craintive avait presque disparu. Je franchis en quelques secondes l'espace devant moi, cette fois d'un pas tranquille, pour trouver, pour la 3e fois, le décor laissé derrière moi. Alors, une sorte d'amère fureur où sombrait ma curiosité brisée s'empara de mon être. 3 maisons identiques, puis encore 3 maisons identiques. Avec un courage morne, je m'avançai dans la ruelle et ma déception s'accrut d'une façon hallucinante. Une courbe, 3 petites portes jaunes, un bouquet de viornes, puis un nouveau coude, et réapparaissaient les 3 petites portes dans le mur blanc, et l'ombre portée des fusains. Cela se déroulait comme des périodes dans une série de chiffres, comme une formidable obsession le long de ma marche devenue furieuse et bruyante. Tout à coup, au dernier coude que je contournais, cette terrible symétrie se rompit. Il y avait de nouveau 3 petites portes et des viornes, mais il y avait aussi un grand portail de bois gris, suifeux et patiné. Et de cette porte j'eus peur. Je rétrogradai rapidement vers la Mollenstrasse. Les périodes redéfilèrent comme des quatrains de complainte. 3 petites portes et des viornes. 3 petites portes et des viornes. Enfin, les premières lampes du monde réel. Enfin, la lisière de la Mollenstrasse. Une semaine passa sans que je revienne dans la ruelle. J'avais résolu d'espacer mes lamentables incursions. J'avais une réserve d'or. Mais Gockel vint me rendre visite. Alors, Herr Docteur, vous n'avez donc plus de plateau ni de chandelier à me vendre? Je vous en offre encore plus cher. Monsieur Gockel, pour l'instant, je n'ai plus rien. Mais vous avez donc trouvé un acquéreur régulier? Oui, Herr Docteur. Cependant, je ne vous en dirai rien comme vous ne me parlez pas de votre ami le vendeur. Apportez-moi chaque jour des objets. Dites-moi combien d'or vous en voulez, je vous le donnerai sans plus marchander. Nous sommes liés sur la même roue, Herr Docteur. Nous paierons peut-être plus tard. En attendant, vivons la vie telle que nous l'aimons. Vous avec une belle fille, moi avec la fortune.
Anita devint soudain très exigeante. Et lors de l'antiquaire filait comme une eau vive entre ses petites mains nerveuses. Un certain temps s'écoula. Une terreur sans nom est sur la ville. Plus de 100 personnes ont disparu brutalement, 100 autres ont été sauvagement assassinées. J'ai dessiné sur le plan de la ville la ligne sinueuse qui doit représenter la Bérégonegas, et je constate effaré que tous ces crimes ont été commis le long de ce tracé. Le malheureux Klingbaum, dont la distillerie faisait le coin de l'Arvel, a été un des premiers à disparaître. La femme du grenier, qui était à l'autre coin, a suivi, enlevée au milieu de son triste jardin. Son mari a été trouvé le crâne brisé dans son séchoir. Au fur et à mesure que je suis de ma plume la ligne fatidique, mon idée se transforme en certitude. Je ne puis expliquer la disparition des victimes que par leur passage sur un plan inconnu. Dans une maison de la rue de la Vieille Bourse, les habitants ont tous disparu. Rue de l'Église, on a trouvé 2, 3, 4, puis 6 cadavres. Rue de la Poste, il y a eu 5 disparitions et 4 morts, et cela continue. Une colère s'élève en moi et me pousse à de vagues projets de vengeance. Gockel en connaît certainement plus long que moi. Je vais dès ce soir le mettre au courant de ce que je sais. Cela l'incitera à faire des confidences. Gockel est maintenant devant moi. Voici ce que je vous dois, monsieur le professeur, comme d'habitude. N'oubliez pas de me faire signe dès que vous aurez autre chose à me vendre. Au revoir, monsieur le professeur. À bientôt. Gockel est parti. Je n'ai rien dit. Nous continuons à être rivés, lui et moi, à une même chaîne. De plus en plus, je me rends compte que la Bérégonegas et ses petites maisons ne sont qu'un masque derrière lequel s'abrite je ne sais quelle horrible face. Jusqu'ici, je n'y étais allé qu'en plein jour, car pour dire vrai, j'y redoutais les ténèbres. Mais un soir, je m'y suis attardé, m'acharnant à bouleverser les meubles, à retourner les tiroirs, voulant obstinément découvrir du nouveau. Et le nouveau vint de lui-même. La clarté d'opale se meua en demi-jour cendreux. Les verrières de la cage d'escalier devinrent livides, les courettes se remplirent d'ombre. Mon cœur se serra. Je montai l'escalier pour voir d'où venait le bruit. Il faisait de plus en plus sombre. Mais avant de bondir comme un fou au bas des marches et de m'enfuir, je pus voir. Il n'y avait plus de muraille. L'escalier finissait sur un gouffre creusé à même la nuit et d'où montaient de vagues monstruosités. J'atteignis la porte en 2 bonds. La Malenstrasse luisait devant moi comme un havre. Je pris la course. Une griffe me saisit soudain, avec une sauvagerie extrême. Je me retrouvai assis sur le pavé de la Malenstrasse. Un marin se frottait son crâne endolori et me regardait d'un air stupéfait. Mon manteau était en pièces. Mon cou saignait. Je ne pris même pas le temps de m'excuser. Le lendemain, ce que je craignais tant arriva. Mon cœur est brisé. Je m'effondre en sanglotant sur mon or inutile. Anita est partie. Anita a disparu. Pourtant, le quai des Hollandais où elle habitait bien loin de la zone dangereuse. Mon Dieu, j'ai grandement failli par excès de prudence et de tendresse. N'ai-je pas, sans parler de l'Arvel, montré le fameux tracé à mon ami en lui disant que tout le danger semblait concentré sur ce parcours sinueux? Je me souviens. Les yeux d'Anita ont étrangement lui à ce moment. J'aurais dû me douter que l'immense esprit d'aventure qui anima ses ancêtres n'était pas mort en elle. Oh! Ma vie s'effondre. Mon Anita a été emportée dans ce tourbillon sanglant et inexplicable. Et soudain, je pense à ce qui est arrivé à Hans Mendel. Hans Mendel n'est pas un homme distingué, mais
On peut le croire sur parole. C'est un fort mauvais garçon qui fait le métier de battleur et de coupe-jarret. Quand on l'a trouvé, il avait en poche les bourses et les montres de 2 malheureux dont les cadavres ensanglantaient le sol à quelques pas de lui. On aurait pu croire à la culpabilité de Mendel si on ne l'avait pas trouvé lui-même râlant, les 2 bras presque arrachés du corps. On a pu le sauver. Et la police le questionna. Depuis quelques jours, je suivais une ombre, autant que cela puisse paraître bizarre. Une espèce de brouillard noir qui tuait les gens. Et moi ensuite je les dévalisais. Le jour de mon malheur, il faisait clair de lune. Je vis l'ombre attendre. Elle était immobile au milieu de la rue de la Poste. Je me cache dans une guérite qui était là, et je la surveille. Je vois d'autres formes sombres et malhabiles qui sautillent comme des balles d'enfants et puis disparaissent. Soudain, j'entends des voix de jeunes gens qui remontent la rue, et brusquement, les 2 hommes se tordent sur le dos et restent immobiles. Je m'approche, comme d'habitude, pour dépouiller les 2 corps, et je vois que l'ombre n'était pas partie, mais s'était élevée entre la lune et moi. Elle avait une vague forme humaine, mais grossière. Je voulus courir à la guérite, mais je n'ai pas pu. L'ombre fondait sur moi. J'ai frappé un coup terrible, et j'ai senti une légère résistance. C'est tout ce que je puis faire, et tout ce que je peux dire. Après, vous m'avez trouvé à moitié mort. L'histoire de cet homme m'inspire une idée folle. Il me semble que je vais pouvoir venger Anita. Je suis allé trouver Gockel dans sa boutique. Bonjour, Gockel. J'ai à vous parler. Ne venez plus chez moi. Je ne vous donnerai plus jamais de plateau de collection à vendre. Je n'ai plus besoin de votre or. Votre or ne peut plus rien. J'ai besoin de vengeance et de haine. Gockel, je vais me venger. Herr Docteur. Et croyez-vous qu'ils disparaîtront? Oui, Gockel. Vous allez m'écouter, faire ce que je vous dis. Vous allez faire charger une charrette de fagots, d'estagnons d'huile et d'alcool brut, d'un baril de poudre de chasse, et le faire abandonner sans conducteur dans la Mellenstrasse de grand matin. Je le ferai, Herr Docteur. Je le ferai. Que le Seigneur vous assiste. Que le Seigneur vous vienne en aide. Gockel m'a écouté. C'est le matin. Contre le grand portail de bois gris, suifeux et patiné que j'avais rencontré au dernier coude de la ruelle Sainte-Bérégonne, j'ai entassé les fagots. Il ruisselle d'huile et d'alcool, des traînées de poudre relient les 3 petites portes proches, des charges bourrent les crevasses des murs. Une joie tumultueuse m'agite, parce que je sens autour de moi une inquiétude folle qui vient de ces forces obscures. Elles voient mes terribles apprêts et ne peuvent pas les empêcher, car je l'ai compris maintenant. La nuit seule délivre leur effroyable puissance. Posément, je bats mon briquet. Une longue flamme bleue monte. Je galope par la venelle sinueuse de coude en coude. Un peu de vertige au cerveau, comme si je dévalais trop rapidement un escalier en spirale qui descendrait profondément sous la terre. Me voici de retour dans ma chambre. La Deichstrasse et tout le quartier sont en flammes. De ma fenêtre au-dessus des toits, je vois blondir le ciel. Le temps est sec. Oh, dans la rue, voyage la bande rouge des flamèches et des tisons brûlants. Une nuit passe. L'incendie continue. Mais, hélas, le feu semble s'être propagé loin de la ruelle. Il faut que j'y retourne. En effet, l'impasse est là, intacte. Calme, avec ses viornes tremblantes. Une nouvelle charrette est à l'entrée, abandonnée par les soins de Gockel. Des détonations grondent au loin. Il n'y a pas une âme. Tout le monde est attiré par le spectacle formidable du feu. Je pénètre dans l'impasse. J'avance, de courbe en courbe, semant les fagots, les flaques d'huile et d'alcool. Et tout à coup, à un coude nouvellement franchi, je m'arrête, médusé,
3 petites maisons. Les éternelles 3 petites maisons brûlent tranquillement à belles flammes jaunes dans l'air paisible. Je comprends que je suis à la lisière rouge du sinistre qui détruit la ville. Je recule, l'âme angoissée devant ce mystère qui va mourir. La Mollenstrasse est toute proche. Je m'arrête devant la première de ces petites portes, celle que j'ouvris en tremblant il y a quelques semaines. C'est ici que j'allumerai le nouveau brasier. Je parcours une dernière fois la cuisine, les sévères parloirs, l'escalier qui plonge dans la muraille, et je sens à présent que tout cela m'était devenu familier, presque cher. Mais qu'est-ce cela? Sur le grand plateau, celui que tant de fois je dérobais pour le retrouver le lendemain, il y a des feuilles couvertes d'écriture. Une écriture élégante de femme. Je m'empare du rouleau. Ce sera mon dernier larcin dans la ruelle ténébreuse. Les striges, les striges, les striges. Ainsi finit le manuscrit français. Les derniers mots, où s'évoquent les esprits impurs de la nuit, les vampires, sont tracés à travers les pages en caractères heurtés, clamant le désespoir et la terreur. Ainsi doivent écrire ceux qui, sur un bateau qui sombre, veulent confier un dernier adieu à une famille qui, espère-t-il, leur survivra. Ce fut l'année dernière, à Hambourg. Me promenant dans une rue sonore et vide, je vis le nom de l'antiquaire Lockmann Gockel. J'entrai, j'achetai une vieille pipe bavaroise et demandai à l'antiquaire si le nom d'Archipêtre lui disait quelque chose. Il avait une figure de terre grise. Elle devint dans le soir si blanche qu'elle sortait de l'ombre comme si une flamme intérieure l'eût illuminée. Ah, Chipêtre. Oh, monsieur, que dites-vous? Que savez-vous? Je connais l'histoire, mon ami, mais dites-moi, qui était l'antiquaire Gockel? C'était mon grand-père. Presque tous les soirs, mon grand-père en parlait à mon père. Et celui-ci s'entretenait avec moi de ce fatal sujet. Et M. Gockel, votre grand-père, n'a-t-il jamais parlé du mystérieux acquéreur qui chaque soir venait acheter les mêmes plateaux ou les mêmes chandeliers? Une grande vieille. Une immense vieille femme avec des yeux de poulpe dans une figure inouïe. Elle donnait des sacs d'or si lourds que notre grand-père devait en faire 4 parts pour les porter à ses coffres. Il était pauvre, il devint riche, et moi je le suis encore très énormément de l'or, oui, de ces êtres de la nuit. Ils ne sont plus, tout au moins j'espère qu'ils m'ont oublié. Quoique je passe des nuits affreuses entre toutes. Ces choses, toutes les nuits sont là. Elles assiègent mes pensées dès que le sommeil m'arrive. Oh, ne plus dormir. Elles sortent de l'aurore que je garde, auquel je tiens malgré tout. Elles montent de tout ce que nous avons acquis avec cette fortune de l'enfer. Elles reviendront, je le crains. Mais grâce à vous, nous allons pouvoir faire des recherches concernant la mystérieuse petite rue, n'est-ce pas? Vous savez, Alphonse Archipêtre fut professeur de français au gymnasium jusqu'en 1842. En effet, c'est bien loin tout cela. L'année du grand incendie qui faillit détruire Hambourg. La Mollenstrasse et l'immense quartier compris entre elle et la Deichstrasse ne fut plus qu'un brasier ardent. Mon grand-père et les gens d'alors
racontèrent que d'immenses flammes vertes fusaient des décombres jusqu'au ciel. Des hallucinés y virent des figures de femmes d'une férocité indescriptible. Et Archipêtre? Il habitait assez loin de là, vers Bleichen. Le feu n'atteignit pas sa rue, mais au milieu de la deuxième nuit, celle du 6 mai, une nuit terrible, sèche et sans eau, sa maison flamba, elle seule, parmi les autres, qui, par miracle, furent épargnés. Il mourut dans les flammes. Du moins, on ne le retrouva plus.